Lights out, spot on. Here we are, back. Nous voici de retour sous le feu des projecteurs. Merci de respecter l'horaire. J'ai déjà parlé avec notre groupe d'experts qui est ultra motivé pour continuer les discussions que nous avons entamées ce matin. Il y a beaucoup de questions encore, beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie dans la salle et dans ce groupe d'experts pour regarder, se tourner vers l'avenir. Et surtout pour voir ce que nous pouvons atteindre avec les résultats déjà engrangés durant la commission von der Leyen. Ce matin, nous avons entendu qu'il y avait une réunion de haut niveau avec le comité de l'agriculture. Alors peut-être juste une remarque de ma part. Mais avant ça, je vais vous me présenter. Donc, je m'appelle Yann Molena, je suis directeur à l'Union du Benelux. Les 3 pays du Benelux travaillent étroitement sur les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, concernant l'énergie, le transport et l'économie circulaire, naturellement. Il y a 5 ans, si nous parlions d'énergie ensemble, on serait en train de se demander comment optimiser les marchés et comment parler du prix, c'était la chose la plus importante. Comment rendre notre marché interne efficace et fonctionnel. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un tout autre état d'esprit. Nous sommes au milieu d'une transition pour le climat. Il y a une guerre à nos frontières qui a créé une crise de l'énergie que nous gérons et avec laquelle nous luttons. Et ces 2 éléments constituent autant d'obstacles. Nous devons décarboniser nos systèmes énergétiques, notre production d'énergie et essayer d'y arriver avec nos propres ressources matières premières et nos propres technologies. Est-ce que nous pouvons y parvenir? Pouvons-nous devenir autosuffisants? Voici une des questions que je vais poser à nos intervenants, que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, je dois vous présenter les excuses de Madame Han, qui ne pourra se rendre ici aujourd'hui. Elle était là ce matin, mais... Donc elle se joint naturellement à nos réflexions et elle reviendra vers nous très certainement. Donc ici, nous avons Monsieur Muniez Almeida, qui est directeur à la DG Grow, DG Croissance de la Commission européenne. Ensuite, Monsieur Jan-Jacob Baumwischer, PDG de Holosolis, qui est une entreprise qui produit des panneaux photovoltaïques avec il y a eu beaucoup d'investissements dans la région du Grand Est pour le photovoltaïque. À ses côtés, on retrouve Maximin Charpentier, président de la Chambre d'agriculture du Grand Est. Andreas Lemmer, qui est directeur adjoint de l'Institut d'État du Bade-Württemberg pour l'ingénierie agricole et la bioénergie. Et enfin, Viola Rocher, directrice de la représentation auprès de l'UE, de la Fédération allemande de l'industrie et de l'énergie et de l'eau, la BDEW. Une question préliminaire. Je voudrais en fait vous demander, ou vous présenter tout d'abord. Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, ici à Bruxelles, l'Union européenne est un acteur majeur. Mais la coopération régionale à travers les frontières, au-delà des frontières, est très importante. Elle est nécessaire même pour permettre à nos nouveaux systèmes économiques de marché de fonctionner. Comment œuvrez-vous pour travailler au-delà des frontières, pour contribuer à la décarbonisation et en quelques mots, ce que vous faites. Voilà.
Vielen Dank, dass ich hier auch zu dieser Panel-Diskussion mit eingeladen wurde. Very honored. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, nous sommes donc le secteur de l'énergie et de l'eau. C'est la Fédération allemande de l'industrie de l'énergie et de l'eau, BDIW, et l'on travaille avec 2000 membres ou même plus. Il y a des sociétés multinationales et également les villes qui travaillent avec nous. Donc tout le monde est chez nous dans cette fédération de l'industrie de l'énergie et l'on essaye donc de développer une vision commune par rapport au changement climatique, par rapport à la transition énergétique. Par rapport à votre question, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour décarboner. Nous travaillons au niveau transfrontalier. Nous avons un bureau également ici à Bruxelles. Je suis la directrice de ce bureau ici à Bruxelles. On a 7 membres de personnel qui nous représentent ici avec la représentation. Et l'on essaye donc de communiquer avec l'Union européenne, avec d'autres acteurs, etc. Nous faisons partie de la Fédération européenne Eurélectrique et nos sociétés membres participent également au secteur du gaz et de l'hydrogène. Donc on participe à toutes les fédérations européennes. Et nos membres sont également des sociétés publiques SGI, etc. Donc, l'eau et l'énergie. Comment se fait-il que les deux se retrouvent ensemble? Tiens, voilà, il y a beaucoup de synergies, bien sûr, beaucoup d'effets communs sur l'environnement, et donc il faut coopérer en ce qui concerne la transition énergétique. Donc, il y a des raisons historiques pour la fusion de l'énergie et de l'eau et du secteur de gaz. Mais en tout cas, il s'agit donc de coopérer pour un meilleur futur. The next big thing in many ways, we are talking here today in Donc, il y a eu encore des inondations récemment. Donc, on voit que l'eau est aussi très important pour l'organisation de la logistique et autres. Ne nous concentrons pas là-dessus. Nous n'allons pas parler non plus d'hydrogène trop longtemps maintenant, car on avait déjà un forum là-dessus l'année passée. Mais maintenant, je vais passer à Monsieur Charpentier. Donc, nous parlons... Comment pouvez-vous contribuer Merci beaucoup pour votre invitation. Notre focus principal, c'est la technologie de conversion de la biomasse avec l'objectif d'obtenir du biogaz et la production de biogaz ou les processus et les unités de procession pour la bioénergie. C'est ça notre sujet. Cette conversion de la biomasse ouvre plein de possibilités. Il y a bien des produits qui en résultent pour tout genre de chaîne de production, indépendamment du contenu de l'eau, la masse d'eau qui se retrouve là-dedans, mais il y a plein de flexibilité qui s'ouvre dans le cadre de cette conversion, et les side streams dans les produits accessoires peuvent être recombinés et utilisés au niveau énergétique de nouveau. Donc on veut optimiser le fonctionnement de cette chaîne, et quand on pense énergie et biomasse et biogaz, alors il y a la capacité de stockage, et là on a besoin donc de l'énergie du gaz qui existe. Ils aident pour le stockage, pour le transport, pour le transport et pour stabiliser donc les réseaux d'électricité, les réseaux énergétiques. Donc il faut coopérer. C'est donc des chaînes de production et les unités de conversion mènent encore à des produits accessoires, et tous les produits qui sont contenus là-dedans peuvent être concentrés et transformés en produits
qu'on peut transformer et utiliser. Et alors, donc, parlons donc la chaîne se ferme. Bon, l'hydrogène est un sujet très discuté, mais donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut utiliser cette forme d'énergie ou d'autres formes actuellement? Il y a l'électrification qui est en cours et tout ça prend du temps. Donc en fait, en ce qui concerne la bioénergie, le biogaz, est-ce que c'est déjà utilisable? Vous parlez d'engrais, mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut déjà utiliser le tout? En fait, un exemple, le secteur des transports. Dans le secteur des transports, nous avons 740 millions de tonnes de CO2 tous les ans. 740 millions de tonnes de CO2, 28% proviennent des bus et du transport lourd, des poids lourds, et pendant 15 ans, ça ne va pas changer. Il n'y aura pas d'électromobilité pour ce qui concerne les poids lourds. Et les différentes organisations qui travaillent avec nous permettent maintenant d'avoir une technique qui est utilisable dès à présent. La technique existe pour produire du biométhane. On a la possibilité d'utiliser ce produit dans les véhicules. Donc techniquement, c'est possible. Avec le biométhane, on a une forme d'énergie qui a un très bon bilan énergétique, le meilleur bilan énergétique, donc le biométhanol basé sur de l'engrais organique est beaucoup mieux et avantageux par rapport à l'électromobilité ou l'hydrogène. Donc le biométhanol a le meilleur bilan énergétique et environnemental, et ce qui se rajoute, c'est finançable. Donc, c'est pas trop cher. On a beaucoup de tâches et de missions à accomplir avec la transition énergétique. C'est le pétrole qui doit être financé. Il y a le fuel qui doit être financé. Et le prix est le même que pour les carburants fossiles. Et puis, on a des véhicules qui sont légèrement plus chers que les voitures traditionnelles. Et ce n'est pas comme pour les poids lourds, où les véhicules sont 300% plus chers qu'avec les voitures privées. Donc l'infrastructure, elle est là pour les petites voitures, pour les voitures passagers. Et si nous pouvons donc avoir du biométhanol et la production de biométhanol de manière intelligente, alors on a une solution. Maintenant, il y a des directives européennes qui sont contraires à cette utilisation, et donc il n'y a pas encore moyen d'utiliser le méthanol organique. C'est freiné alors que la technique est là et qu'on peut le financer. Oui, donc la technique est là et on peut l'utiliser. Alors on s'adresse à l'Europe de par la suite pour avoir les réponses là-dessus. D'une ferme, en fait, hein, avec 150 fermes d'expériments. Est-ce que le vôtre est un de ces grands expériments? Et peut-être comme deuxième question, comme aussi déjà discuté, on doit avoir des supports dans le grand public et aussi entre les agriculteurs pour les grandes transitions. Est-ce qu'en France, ça c'est en train de se développer dans une façon positive, et peut-on peut-être éviter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur les grands axes logistiques en Allemagne, aux Pays-Bas, avec les tracteurs qui protesteraient contre les grandes directions? Peut-être une longue question, mais je vous vois déjà sourire. Il y a sûrement des solutions. Merci à vous. Oui, donc je suis agriculteur. So I'm a farmer and president of the Chamber of Agriculture of the Grand East region. Et il y a 6 ans, en fait, on a racheté une ancienne base aérienne donc à Reims, la ferme 112. Et on en a fait en fait un pôle d'innovation pour essayer d'accompagner les territoires et l'agriculture pour atteindre la neutralité carbone 2050.
Alors, le sujet, c'est finalement de se dire comment est-ce qu'on passe d'une économie qui était basée sur le pétrole à une économie décarbonée. Et on voit que la différence entre ces deux économies-là, c'est qu'il y en a une qui est beaucoup basée finalement sur le distributeur qui prend une certaine marge, hein. Finalement, le pétrole en tant que tel n'a pas de valeur, c'est son coût d'extraction, de distribution. Et tout ce qu'on a acheté partout, finalement, c'est le distributeur qui a pris une marge. Et si on veut atteindre la neutralité carbone 2050, cette énergie décarbonée, forcément, elle aura de la valeur. Et donc, finalement, le modèle doit changer. Et le modèle, il change parce qu'il va être exclusivement territorialisé. Donc le mot territoire, en fait, va prendre toute la valeur dans la solution de la décarbonation. Et donc nous, le projet qu'on porte, on le fait avec l'agglomération de Reims, avec la région Grand Est, avec les agriculteurs, avec les industries locales, parce que l'idée, c'est partout sur cette planète, il faut mettre en corrélation le gisement sur un plan local avec son usage. Et selon le type de gisement qui va réussir à pousser dans un contexte climatique, il va falloir y associer finalement une solution industrielle. Alors parfois, ça va plutôt être de la pyrogasification parce que la matière qui pousse là, elle est plutôt ligneuse. Parfois, ça va plutôt être de la méthanisation parce qu'ici, on arrive à faire pousser des choses qu'on peut dégrader dans l'infiniment mélangé, etc. Et parfois, ça peut être aussi les deux. Parce que finalement, on a aussi des principes de bioraffinerie, c'est-à-dire que les deux industries peuvent avoir des intérêts à partager des choses. Et je vais m'exprimer, on est lauréat donc, dans le cadre de France 2030 pour faire de l'expérimentation. Et on va expérimenter la production d'hydrogène à partir de méthane. Et l'idée, c'est donc de produire de l'hydrogène, de récupérer le carbone, qui va être un petit peu sous forme de poudre, de le mélanger au digestat du méthaniseur, et de le remettre au sol dans le sens un peu d'un compost, et du coup d'être puits de carbone. Donc là, en fait, c'est au-delà d'une économie circulaire qui vous permet d'éviter finalement d'utiliser du carbone fossile. Là, vous êtes puits de carbone. Et en plus d'être puits de carbone, vous renforcez quelque part la vie de vos sols grâce finalement au digestat, à un digestat enrichi. Et plus vous allez enrichir votre sol, plus finalement il va capter de photosynthèse. Parce qu'en fait, un sol qui est à 3% de matière organique ou un sol qui est à 1,5%, il va capter 20-25% de photosynthèse en moins. Donc quand on me dit, si je mets 15% de culture dédiée dans un méthaniseur, je vais affamer la planète, c'est complètement faux. Parce que si finalement, avec le digestat de mon méthaniseur, je renforce le microbisme de mon sol et que je recapte 15% de photosynthèse en plus, en fait, je suis un jeu à somme nulle. Sauf que ça, il faut l'expérimenter, il faut le prouver scientifiquement, et quelque part, tout le monde aura raison, et j'apprécie votre discours, sauf que si moi, agriculteur, je n'assume pas la durabilité de mon système, le vôtre ne sera pas bon non plus, parce que finalement, l'origine de votre biométhane ne sera pas quelque part vertueux. Donc en fait, pour que la chaîne de valeur soit complètement respectable, il faut déjà se garantir que l'agriculteur, lui, ça lui a permis de continuer à produire de l'alimentation humaine, ça lui a permis de renforcer ses sols, et ça lui a permis finalement d'être une base de durabilité de la chaîne de valeur qui est indispensable. Donc notre ferme expérimentale, elle est là pour prouver la durabilité de la première chaîne. Et en plus de ça, dans notre ferme, on a pris l'engagement d'imaginer les choses sur 8 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on expérimente comment, finalement, est-ce qu'on peut avoir le meilleur bilan énergétique possible sur 8 ans. Parce qu'en fait, c'est bien l'interaction des cultures, de l'alternance des cultures sur plusieurs années qui va faire que votre cycle, il est durable ou pas. Et en fait, en agriculture, 50% des gaz à effet de serre, c'est l'énergie qu'il faut pour produire l'azote. C'est 50%. Donc, si dans votre rotation sur 8 ans, vous avez fait un peu de luzerne, vous avez fait un peu de protéagineux, vous avez justement, avec le méthaniseur, réussi à avoir un peu d'indépendance, on a calculé qu'avec un méthaniseur, on réduisait déjà de 30% finalement sa dépendance à l'azote. Donc là, on a diminué, vous voyez, déjà les choses. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce que je peux faire en sorte que la ferme en elle-même soit neutre en carbone, qu'elle produise du carbone, qu'elle puisse en stocker et qu'elle puisse aussi fournir finalement les territoires en énergie. Et peut-être
j'en reparlerai après si je peux avoir la parole, mais le modèle qu'on pousse, c'est surtout le partage de la valeur entre l'agriculteur qui a le gisement et l'industrie qui va avoir le besoin de l'usage. Et notre modèle idéal, c'est justement la contractualisation entre les deux, de façon à lier les intérêts des uns et des autres, d'investir ensemble dans des bioraffineries et de contractualiser sur le prix de la valeur. Merci. Et lentement, on revient quand même sur le parcours de marché. Hein. C'est quand même finalement, ça doit être financé, ça doit être un business model. Et dans ce cadre-là, Jan Jacob, ik ga gewoon eens in het Nederlands praten, dat kan ook. Voilà, je vais simplement passer en néerlandais. Dit monsieur, donc merci, voilà, donc d'être là, donc un néerlandais qui commence un grand site industriel au nord de la France. Donc quand on voulait investir rapidement, donc très souvent on réfléchit longtemps parce que la France n'était pas vraiment connue comme les procédures les plus rapides au monde, mais donc j'ai entendu qu'il faut aller en France justement parce qu'on y va plus vite. Est-ce qu'il y a moyen de développer cela? Et moi, je vais parler anglais parce qu'à ce moment-là, il y a plus de personnes qui vont pouvoir le comprendre en direct. Voilà, donc nous voulons réindustrialiser la France et réindustrialiser l'Europe pour permettre la souveraineté énergétique de l'Europe. Car comme nous l'avons souligné tout à l'heure, eh bien, à travers la guerre en Ukraine notamment, on mesure les impacts sur l'Europe. On ne sait pas combien de milliards ont été dépensés en 2022 pour le gaz. Eh bien, il s'agit de 900 milliards d'euros qui ont été dépensés pour le gaz par les Européens pour acheter du pétrole et du gaz de pays non européens, pays tiers donc. Ce que nous essayons de mener, c'est de faire en sorte que la troisième révolution industrielle qui est en marche, que cette troisième révolution industrielle ne soit pas basée depuis les pays de l'OPEP, où nous avons dépensé 900 milliards d'euros, vers la Chine pour acheter des panneaux photovoltaïques ou des véhicules électriques. Alors pourquoi avons-nous choisi la France ? Eh bien, avec mon groupe, nous avons étudié 6 pays en Europe et plus de 40 sites différents. Nous voulions un site industriel où nous pouvions amener du béton le plus rapidement possible et nous voulions également pouvoir créer une industrie très épurée. Et la France nous a permis de gagner 18 mois de temps. Donc, à travers une étude faune-flore qui mesure qu'il faut prendre 12 mois. Et donc, il y a toute une série de permis qu'il faut obtenir, des permis de bâtir, des permis environnementaux. Il faut une concertation publique à travers laquelle on s'engage avec la société. Et la France était relativement rapide par rapport à d'autres pays. Mais ce que nous avons réalisé en Europe, il y a beaucoup de procédures qui sont liées à la démocratie. Si je voulais faire la même chose en Chine, eh bien, en 3 mois, j'aurais eu les autorisations nécessaires. Par ailleurs, les provinces de Chine se chamailleraient entre elles pour essayer d'attirer mon usine. Et je ne devrais commencer qu'à rembourser dans 5 ans après. Donc on se rend compte en fait que notre modèle démocratique, notre volonté de suivre les règles qui protègent notre environnement, qui protègent notre air, notre eau, eh bien cela a un coût. C'est ce qu'on appelle une externalité en économie. Avec la loi sur le net zéro, nous voulons que ces externalités, qui expliquent pourquoi les coûts en Europe seront plus élevés qu'en Chine, eh bien, parce que nous devons évaluer différents terrains, parce que tout cela, ça prend du temps, tout cela a un coût, et c'est pour cela que nous pouvons mener une discussion ici, car ce sont des discussions qui en Chine ne pourraient avoir lieu. C'est assez encourageant
Mais je suis sûre qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Merci beaucoup d'avoir fait le lien également avec quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, à savoir la démocratie et la manière dont on communique avec les agriculteurs, les éleveurs, évidemment, et les élections qui vont se tenir en juin. Nous voulons bien sûr nous rallier ces personnes. On parle de 700 millions d'euros d'investissement dans le Grand Est, au cœur même de la région du Rhin et de la Meuse, qui pourront déboucher sur 1700 emplois, si je ne m'abuse. Et nous espérons, bien sûr, que cela pourra se concrétiser, évidemment. Ça permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives au niveau de l'Europe. Et je crois que c'est l'idée derrière ce pacte vert. C'est de déboucher sur un autre avenir, un avenir plus durable. Monsieur Nunes de Almeida, vous êtes responsable non pas uniquement du volet énergie, mais du volet mobilité également. Je dois dire que dans la zone Rhin-Meuse, c'est quelque chose d'important et c'est également un défi. Il y a tout ce qui concerne également les efforts en matière de décarbonisation. Je sais que différentes pistes sont exploitées, notamment de faire rouler les camions à l'hydrogène, ce genre de choses. Et vous avez entendu dire que il y a des défis également liés au biogaz et aux technologies. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà finançables, mais il y a quand même des règles qui, pour certaines, constituent un obstacle. Et donc, comment envisagez-vous l'avenir proche? À quoi ressemblera 2030, 2032? Comment voyez-vous l'avenir? À votre avis, quels seraient les défis majeurs à relever? Tout d'abord, bon après-midi et merci beaucoup de m'avoir invité à vous rejoindre. Alors, si je peux, j'aimerais planter un petit peu le décor. Il y a un débat majeur qui se tient et il porte sur la mesure dans laquelle nous voulons soutenir nos industries net zéro pour qu'elles deviennent autonomes et pour qu'elles améliorent donc leur score en matière d'autonomie. Il faut savoir, et la vérité est que si vous voulez décarboner rapidement sans que ça vous coûte trop cher, eh bien, vous allez acheter des produits chinois, dans la plupart des cas. Alors, soit on opte pour des produits pas chers, pour atteindre nos objectifs de décarbonation le plus rapidement possible, afin de pouvoir compter sur une énergie relativement abordable, ou alors on considère que c'est une dépendance dangereuse qu'il faut absolument éviter. Qu'en est-il de l'Europe ? Quelle est la position de l'Europe? Alors, j'aimerais ici vous donner une idée de comment j'envisage l'avenir. Je dois dire que la situation en matière de solaire et de photovoltaïque n'est pas glorieuse. 95% des importations viennent de Chine et cela est aggravé par le fait que le photovoltaïque solaire est probablement, une solution relativement prometteuse. On avance le fait que ça va dépasser l'éolien. Le solaire semble vraiment avoir le vent en poupe et l'emporter sur l'éolien. Il y a une alliance solaire qui existe depuis quelques mois, une année je crois, mais je crois que nous sommes véritablement à la croisée des chemins. Il nous faut maintenant voir ce qu'il nous faudrait mettre en place afin de protéger et assurer un avenir à cette industrie en Europe. Cela passera par des défenses commerciales, des critères de résilience, plus des règles en matière d'éco-conception et de durabilité dont on pourrait s'entourer. Je dois dire que nous sommes relativement forts au niveau des éoliennes et de tout ce qui est en lien avec la chaîne de valeur de l'éolien.
L'Europe semble être bonne à inventer pas mal de choses, mais a du mal à les garder. Ça a été le cas des électrolyseurs il y a quelques années. Au début, on ne parlait pas du fait que ces produits, on allait les trouver en Chine. Or, c'est de plus en plus le cas. Ils essayent d'inonder le marché. La Commission a essayé de mettre en place une alliance afin de pouvoir se rallier le soutien de l'industrie des petits réacteurs modulaires. Je sais qu'en Allemagne, c'est problématique, mais le reste de l'Europe semble être prêt à envisager le nucléaire pour atteindre les objectifs de décarbonation. Et ce sont des technologies qui sont perçues comme étant pas plus mauvaises que d'autres du point de vue de la décarbonation. Au niveau des batteries, eh bien, selon nos estimations, eh bien, nous avons une part de marché de 10%. Ce n'est peut-être pas autant que nous l'espérions, mais c'est quand même un petit peu mieux que rien quand même. On ne peut pas vraiment parler de cacahuètes ici. Les questions que je me pose, eh bien, je crois que si nous voulons que ces industries continuent à revêtir un caractère stratégique, eh bien, on ne pourra pas le faire sans le soutien public. Je m'explique. Le de-risking, toutes ces questions qui ont été abordées par mes prédécesseurs sont associés à un certain niveau de risque. Certes, on parle de technologie de rupture, mais on a peur d'être les premiers du point de vue de l'offre et de la demande. Difficile d'imaginer ce que cela va donner, notamment étant donné les prix du carbone. Et on se dit que ce sera impossible d'y parvenir sans une certaine intervention publique. Cela veut donc dire que des financements devront être redirigés. Il est clair que tout le monde est d'accord pour dire que l'Europe doit se doter d'une politique industrielle, mais il est important qu'elle s'accompagne d'un bras financier. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que cela, nous étions à une conférence portant sur l'énergie où nous parlions des investissements coopératifs, où voilà, le particulier peut investir dans des parcs éoliens situés sur Terre, tandis que normalement, eh bien, la création de telles fermes éoliennes avait généré pas mal de levées de boucliers. Mais donc, il y a véritablement des possibilités, des possibilités indéniables. Oui, tout à fait. Oui. Et je crois également que il nous faudrait également travailler à la question des permis et accélérer la procédure en matière de permis. Il faut que des critères de résilience soient inclus dans les critères d'adjudication de marché public. Des choses comme, par exemple, obliger le fait de dire que le single sourcing est considéré comme étant dangereux. Il est important de ne pas dépasser un pourcentage en matière de single sourcing. Il y a des négociations qui sont en cours au moment où je vous parle, et donc inutile de vous dire là où nous étions hier, parce que cela changera d'ici 2 jours. Mais je crois que de toute façon, l'ambition est là, et nous voulons travailler à des critères de préqualification et intégrer ces critères de préqualification et des pourcentages de mise aux enchères et de marché public qui devraient être couverts par des critères de résilience au niveau du territoire européen. Cela concernerait notamment l'industrie solaire. Elle commence de pas grand-chose, même si on parle de 20 ou 30%, je crois que ça permettrait quand même d'aller dans le bon sens. Monsieur Lemar a soulevé le problème du biocarburant versus l'électrification du parc automobile. C'est, je crois, monsieur, ce dont vous avez parlé, si je ne m'abuse. Donc, quid de ces e-carburants? Est-ce que c'est un complément à l'électrification?
D'ici à 2035, je ne sais pas, est-ce que vous considérez cela comme étant un obstacle? Je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais quoi qu'il en soit, je suis prêt. Le problème, quand on parle des bus, c'est qu'il y a la directive sur l'énergie renouvelable qui nous dit qu'il faut œuvrer à un bilan énergétique qui peut être négatif si on a une part d'effluents d'élevage qui est assez élevée. Si vous regardez la directive sur les combustibles propres, qui a été traduite, mais je vais continuer en allemand. Et donc cette directive qui a été traduite dans les normes portant sur la mobilité des véhicules. Donc à partir de ce moment-là, ces véhicules ne seront plus considérés comme donc exempts ou libres d'émissions. Donc après 2030, ces véhicules ne seront plus autorisés. Donc ils continueront donc à produire du CO2 qui bien sûr sera à son tour absorbé par les plantes, mais tout cela nous empêche de proposer un véritable avenir à ce marché. C'est dû à ces directives-là. On pourrait peut-être en discuter en bilatéral. Je crois avoir compris, mais j'aurais besoin d'en savoir plus avant d'être en mesure de vous donner une réponse. Très bien, nous pouvons donc parquer ce point. Je crois que c'est un bon exemple qui montre que, voilà, des priorités doivent être dégagées, et elles le sont, mais il faut qu'il y ait des alternatives qui soient déjà finançables. Et tout cela est freiné par les bonnes intentions de la législation. Et donc, est-ce qu'une région peut aller voir la Commission européenne et décider de remettre cela sur la table? Mais vous proposez d'en discuter en bilatéral, et peut-être qu'ils pourraient faire la même chose. Oui, évidemment que les régions peuvent faire cela. Mais l'état des connaissances montre que, en ce qui concerne la mobilité, les e-carburants ne seraient pas économiques, et il faudrait que l'industrie automobile consente des investissements beaucoup plus massifs que ceux nécessaires pour l'électrification. Et cela expliquerait pourquoi, du point de vue de l'Union européenne, il y a un certain biais, un certain nombre de préjugés par rapport à l'électrification. Selon l'information à notre disposition, il semblerait qu'en plus des voitures à forte valeur, le e-fuel et e-combustible ne sont pas très attractifs du point de vue commercial, ce qui ne permettrait pas de véritablement faire la différence. Mais si vous ne partagez pas mon avis, eh bien je serais plus que ravi d'en discuter avec vous en parallèle, en bilatéral, vu que nous préparons le travail de... Vous êtes la bienvenue. Next round. Et je crois que cela m'amène justement à poser l'autre salve de questions. Vous avez bien sûr votre domaine de spécialisation, mais justement, on est en train de parler de la prochaine Commission européenne. Et donc, quelles seraient vos suggestions? Quel serait l'appel que vous lanceriez en direction de la prochaine Commission européenne? Bon, voilà, je dois dire que mon intervention était assez courte, et donc j'aimerais si possible pouvoir réagir à ce qui a été dit. Parce que je me sens un petit peu frustrée de ne pas avoir pu répondre. Bon...
du point de vue de l'énergie, il faut travailler ensemble, évidemment, main dans la main. C'est un gage d'efficacité. Mais on n'a pas suffisamment de ressources que pour être totalement indépendant. Et on parle d'indépendance à quel niveau? Du point de vue des vecteurs énergétiques, du point de vue de la production d'énergétique? Mais vous parliez des panneaux solaires, donc les équipements nécessaires pour produire l'électricité. Il est important d'opérer ce distinguo. Et la transition énergétique, pour nous, en Allemagne, contribue à notre indépendance et nous rend beaucoup plus indépendants que de par le passé. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, tels que la bioénergie, les communautés et des solutions à plus petite échelle. Et puis, de l'autre, nous avons l'industrie lourde qui est énergivore et nous avons besoin d'un mix de solutions. On parle plutôt de sérénité et nous parlons plutôt de rediversification plutôt que d'indépendance. Et c'est vrai que le défi est majeur. Cela a été exacerbé par la crise, bien évidemment. Et si je peux, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais par rapport à la question des composants, nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On ne peut pas se permettre de dépendre complètement d'une source. Le photovoltaïque solaire est un exemple qui a été mentionné et en tant qu'industrie, il est important d'injecter un petit peu plus de résilience, il est important d'avoir une chaîne de valeur, il est important dès lors de réfléchir à tous les maillons de la chaîne de valeur, pas uniquement les derniers maillons de cette chaîne de valeur. Il sera important de pouvoir travailler plus en profondeur, notamment opérer le lien ici avec l'acte sur les matières premières critiques, mais il se pose la question de savoir quel est le cadre en dans lequel ces mesures seront prises. Je crois que pendant la crise, les choses se sont emballées. 14 gigawatts pour l'année passée en Allemagne, pour le solaire, et nous n'allons pas en rester là. Et il ne faut pas évidemment que ça s'arrête d'un jour sur l'autre. On a parlé de mesures commerciales, on a parlé de critères tels que 50% de valeur qui ne pourraient pas venir de pays qui n'ont pas ratifié le pacte, comment s'appelle-t-il encore? Oui, le pacte sur l'adjudication de marchés publics. Bon, c'est la Chine, évidemment, qui est dans le viseur. Et là, il faut que l'on fasse très, très attention. Et il sera important de trouver un bon équilibre. Et se poser également la question de savoir quel est le calendrier que nous pourrons respecter. Il se pose également la question du prix du carbone. Il faut investir massivement dans les réseaux, dans les sites de production. Et donc, sur un certain nombre de retombées. Et puis, il faudra tenir compte des résultats des élections européennes. Il faudra voir comment cela est susceptible de passer au niveau de l'opinion publique. Je crois que Jan Jakob a été particulièrement patient. Et si je peux, j'aimerais faire le lien avec la prochaine période législative, la prochaine mandature. Eh bien, je dois dire que nous avons réalisé pas mal de progrès avec le paquet Fit for 55, notamment pour la prochaine période. Eh bien, nous avons besoin d'y voir plus clair sur le long terme. Qu'est-ce qui est prévu d'ici 2040? Et puis se pose également la question des infrastructures. C'est également là un autre dossier chaud. Il y a le offshore.
Mais en principe, nous voulons une consolidation et une approche coordonnée pour tout ce qui relève de la mise en œuvre. Et cela sera notre principal cheval de bataille et l'appel que nous lançons en direction de la Commission européenne. Donc, le hic, c'est que des investissements ne soient pas consentis parce qu'on ne sait pas, quel sens prendront les règles. Oui, mais je vois Jan Jacob qui trépigne, alors je ne sais pas, peut-être que vous pourriez jeter un autre éclairage sur cette question. Qu'en est-il du niveau d'ambition? Est-ce que la barre a été placée suffisamment haut? Eh bien, il y a 3 choses que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous parler tout d'abord de la souveraineté, des prix et du temps, du calendrier. Tout d'abord, la souveraineté. Pourquoi la souveraineté est-elle aussi importante? C'est parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en mesure de fabriquer tout ce dont elle a besoin ici en Europe. Je parle ici de panneaux solaires. La technologie que l'on utilise n'utilise aucune terre rare. Je répète, aucune terre rare. On utilise le silice que l'on retrouve dans le quartz. La croûte terrestre est constituée à 75% de cette matière. Il s'agit de la 2e molécule la plus répandue sur Terre. Et donc, il n'y aura jamais de pénurie et elle se trouve littéralement sous nos pieds. Donc, il ne faut pas s'en faire. Et ce que l'on peut également dire, c'est que ça va prendre du temps, évidemment, pour renforcer et constituer cette industrie. Mais on a le temps. Cette industrie, au départ, avait ses racines ici en Europe. Le photovoltaïque est une invention d'un jeune de 17 ans en France. Et je dois dire qu'il y a pas mal d'instituts de recherche en Europe, et vous avez tout à fait raison. On a du mal à garder nos technologies, elles partent en Chine. Et les technologies que l'on retrouve en Chine ont été inventées à la base par des Européens. Et donc, est-ce que c'est possible de faire cela en Europe? Oui, 3 fois oui. Mais comme vous l'avez dit, on a besoin de l'aide et du soutien de l'Europe. C'est pas bien compliqué. Soit on peut continuer à penser à l'ancienne en disant chaque semaine je vais aller faire le plein d'essence ou de diesel qui viennent d'en dehors de l'Europe, ou je peux investir et opter pour une solution de simplicité. Et voilà, pendant la journée, je pourrais recharger ma voiture grâce au système que j'aurais mis en place chez moi. D'ici quelques années, on va avoir des voitures qui vont rouler sur de l'électricité qui aura été produite gratuitement. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à mettre la main au portefeuille? Non, vous voulez bien sûr être autonome. Le problème, c'est que la Chine s'en est rendu compte. Et la Chine veut devenir le nouvel OPEP. C'est pas plus compliqué que cela. Ça fait depuis les années 70 qu'on entend l'OPEP et que l'OPEP a été responsable des difficultés rencontrées par l'Europe. On parle maintenant de la 3e révolution industrielle. Et laissez-moi vous dire une chose, ça va aller très très vite. Nous avons le choix aujourd'hui. Soit nous disons que nous participons et que nous voulons notre part de cette industrie des renouvelables, des nouvelles voitures, des nouvelles batteries, des nouveaux systèmes énergétiques, ou alors on accepte de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, en l'occurrence la Chine, parce que ça coûte moins cher. Moi, en tant qu'économiste, je crois que si nous ratons la 3e révolution industrielle et nous avons raté la 2e révolution industrielle, et si on rate la 3e révolution industrielle, et moi ce que je crois, c'est que d'ici quelques années, l'Europe ne comptera plus. Et c'est ce contre quoi il faut nous battre. Est-ce qu'on va être au début plus cher que la Chine? Oui, on sera de toute façon toujours plus cher que la Chine, parce que la Chine a mis en place une politique qui vise à s'accaparer ce marché. Je ne suis pas anti-chinois, je travaille pour une société chinoise, j'ai beaucoup d'amis chinois, mais c'est un fait. Ils n'ont pas de démocratie.
Ils n'ont qu'un leader qui leur dit voilà, c'est la direction que l'on va prendre. Et ils sont intelligents, ils veulent devenir la nouvelle génération pour tout ce qui concerne les panneaux solaires notamment. Pourquoi les panneaux solaires? Parce que les panneaux solaires, c'est le moyen le moins onéreux d'électrifier le système. Même la France le dit. Les centrales sont remplacées par de nouvelles centrales. Oui, mais ça va prendre une quinzaine d'années. La seule unique façon de le faire, c'est d'avoir des panneaux solaires. C'est beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide à installer que les éoliennes. Il vous faut 10 à 15 ans pour installer un parc éolien. C'est la raison pour laquelle c'est aussi important pour nous de travailler ensemble avec l'Union européenne. Et j'espère que l'Union européenne le comprend et se rend compte que oui, il faudra passer par la case investissement. C'est un passage obligé. Et c'est exactement ce que l'on doit faire. L'Union européenne doit se doter des règles dont elle a besoin afin de protéger l'industrie européenne. Mais la Chine, systématiquement, elle va faire la même chose que ce que fera l'Europe parce qu'elle veut s'accaparer ce marché. Le marché européen est le deuxième marché le plus important en photovoltaïque après le marché chinois. Mais il y a 40% d'ici 2030 de ces panneaux photovoltaïques qui seront faits ici en Europe. Ça veut dire que le reste, 60%, seront fabriqués en Chine. Il est important d'identifier les niches et les créneaux dans lesquels on va se concentrer et il faudra encourager des produits made in Europe. Mais il est important de travailler sur la résilience. La souveraineté, c'est quelque chose d'important. Il faut se rendre compte que les panneaux solaires permet bien sûr de générer de l'électricité. Les onduleurs permettent de convertir l'électricité. Ces machines, elles sont contrôlées à distance. Mon fournisseur va me dire « Hé là, monsieur Baume, vos onduleurs ne fonctionnent pas bien, il doit y avoir un souci au niveau de vos panneaux solaires. » S'ils surveillent le système, ils peuvent également les désactiver à distance. Cela veut donc dire que la résilience que nous avons ici en Europe, si on n'utilise que des équipements made in China, est de zéro. Parce que s'il y a un conflit avec la Chine, la Chine peut très bien décider de tout arrêter, de tout désactiver. Je vais peut-être vous arrêter, mais merci en tout cas. Vous vous êtes exprimé clairement. Il y a des préoccupations. C'est une préoccupation, mais c'est également une opportunité. Maximin, est-ce que je peux peut-être revenir vers vous? Your first story, and if you listen to these comments here, Si vous écoutez les commentaires ici, les agriculteurs sont des entrepreneurs et il y a des fermes laboratoires. Que pensez-vous des remarques un peu préoccupantes de l'intervenant juste avant vous concernant pas juste que sont les projets sur les fermes qui sont avancées dans la région du Grand Est? Aussi dans la région du Benelux et du Bade-Württemberg peuvent apprendre de ces bons exemples. Je pense que ce qui a été dit sur cet aspect de souveraineté, de sécurité, il est avant tout vrai sur l'alimentation. Et on l'a vu quand même dans les effets de guerre dernièrement. Et cette alimentation, finalement, cette souveraineté alimentaire, elle vient grâce à une souveraineté énergétique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'azote et donc finalement d'énergie pour faire de l'alimentation, vous ne pouvez pas avoir de souveraineté alimentaire. Et en fait, l'agriculture a une chance, c'est que finalement c'est un panneau solaire, c'est un réceptacle à la photosynthèse naturel, qui coûte rien, parce que finalement, il faut juste faire pousser une plante. Et en plus de ça, elle capte du carbone. Quelque part, je dirais qu'en plus d'un panneau solaire, l'énergie que nous, on peut faire avec de la biomasse va en plus capter du carbone. Donc ça a une valeur extraordinaire. Sauf qu'aujourd'hui, vous nous avez parlé quelles propositions vous pouvez faire à la Commission, sauf qu'aujourd'hui, on nous parle de 4% de jachère, de terres improductives. Donc d'un certain côté, la Commission va nous dire l'avenir est à travers le photovoltaïque. De l'autre, elle va dire mais les agriculteurs, faut peut-être arrêter de produire sur certaines surfaces, alors que finalement on est un rayonnement solaire.
Et l'agriculteur, aujourd'hui, pourquoi il est en désarroi? C'est parce qu'en fait, lui, on lui dit produis pas trop. Produis pas trop, tu vas avoir une influence sur l'environnement. Et au final, bah, qu'est-ce qu'on fait? On apporte 30% de matière chinoise. On a le même débat, monsieur. On a le même débat, parce que la vie, c'est de l'énergie. La vie, c'est de l'énergie, on a exactement le même débat. C'est qu'est-ce qu'on fait du réceptacle à l'énergie solaire? Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est quoi la planification? Aujourd'hui, on a mis l'agriculture à côté. Touche pas à ça. Toi, tu nourris. Alors que moi, sur ma ferme, je suis en train d'expliquer que si j'arrive à faire de l'énergie, je vais amener une résilience agronomique sur ma ferme. Et en fait, il faut décloisonner. Il faut décloisonner. Et l'agriculture, en fait, et l'Europe a besoin d'un mix énergétique. L'électricité, évidemment. Mais pourquoi mon tracteur ne tournerait pas au biogaz? Pourquoi le bus qui ramasse mes enfants dans le monde rural, pourquoi est-ce qu'il ne tournerait pas au biogaz? Parce qu'en fait, il faut amener des territoires avec des résiliences en fonction de leur gisement, leur usage, comme je le disais tout à l'heure. Et il faut quand même pousser cette idée de mix énergétique. Alors que moi, je reproche à la Commission de cloisonner finalement ce qui est de l'énergie, ce qui est de l'agriculture, ce qui est de l'alimentaire, ce qui est de l'environnement, ce qui est du climat. Mais moi, je suis tout ça. Et je suis la solution. We stop here. Le décloisonnement, c'est le mot-clé là, je pense. Hein. Je pense aussi que c'est un très bon pont vers une opinion, ou peut-être un petit peu une vision du part de M. Nunez. Dans le RED 3, le RED Free Directive. Dans la directive RED 3, il existe un article pour promouvoir les pilotes projets transfrontaliers. Donc, ce sont des... Nous avons parlé de relier plusieurs politiques entre elles. Comment est-ce que l'Union européenne peut baisser le seuil pour permettre au plus grand nombre d'innovations de percoler sur le terrain? Il y a la région du Benelux qui collabore, il y a également la région entre la Suisse, la France et l'Allemagne qui travaillent ensemble. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler? Comment est-ce qu'on peut les convaincre de continuer à travailler, même si les frontières subsistent, parce que les frontières demeurent? Je vais essayer de m'en tenir à quelques mots. Le projet IPSE est l'un des projets majeurs, un projet transfronalier européen qui rassemble des États membres pour rassembler des aides d'État et la Commission européenne pour avoir vraiment un soutien de l'État. Donc on peut penser à ça par exemple. Il y a également la loi sur les matières premières critiques, donc cette idée de projets stratégiques qui sont des projets de nature transfrontalière, qui peuvent l'être en tout cas. Et obtenir d'avoir le label stratégique permet d'avoir des autorisations plus rapidement, beaucoup plus rapidement, devrais-je ajouter. La loi sur l'industrie net zéro se base également sur l'approche à projet, selon une approche projet à projet avec l'obtention de permis plus rapide aussi, et nous favorisons la décentralisation car ce serait trop difficile pour nous à gérer ou administrer tout cela. Il y a également le fonds d'innovation financé par l'ETS. C'est sans doute la manière la plus tangible à travers laquelle la Commission européenne soutient la décarbonisation des industries. On parle d'une vaste enveloppe d'ici à 2030 qui est gérée par l'ADG Climat. Il s'agit d'une procédure compétitive, concurrentielle. Ce n'est pas aussi simple que l'IRA, où il suffit de cocher une case et puis vous obtenez un subside.
Je crois que je vais m'arrêter là. Mais je vous encourage vivement. Enfin, moi, en tout cas, ça m'encourage lorsque j'entends ces débats entre experts. Il y a beaucoup de pessimisme parfois, mais en fait, là, je constate beaucoup de bonnes pratiques et d'optimisme, je crois. Ça fait 2-3 ans que je travaille, non, ça fait 3 ans maintenant que je suis en poste ici. Et une chose qui me surprend, c'est en fait l'optimisme de l'industrie européenne. Parfois, c'est étonnant. Beaucoup de personnes viennent à mon bureau pour me parler de leurs fabuleux projets, de ce qu'ils parviennent à faire, plutôt que des contraintes et des obstacles. Donc ça, évidemment, ça nous met la banane. Voilà, donc nous n'allons pas devenir Disneyland. Voilà. Vous dites que ce n'est pas aussi bien que l'IRA des États-Unis, mais tant qu'on est là, que pouvons-nous tirer comme leçon de l'IRA, de la loi de l'IRA? Eh bien, très souvent, on me rapporte, laissez-moi reformuler, donc l'IRA permet de cocher certaines cases. Donc si vous rentrez dans le moule, si vous rentrez dans une certaine configuration, eh bien vous recevez un subside, vous avez une défiscalisation de certaines choses. En Europe, il faut faire une demande, il faut remplir des formulaires, vous devez entrer en concurrence avec d'autres entreprises. Pourquoi? Eh bien, les raisons sont très claires. On nous demande pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas un IRA. Eh bien, nous n'avons pas un budget européen qui joue dans la même cour que le budget fédéral américain. Nous n'avons pas la puissance financière pour faire cela, en fait, tout simplement. Et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Voilà. Tout simplement. Une réaction? Alors, l'IRA a été construit de manière très simple. Pour notre secteur industriel, si je conçois un panneau solaire, je recevrai X centimes par produit réalisé. C'est un système extrêmement simple. Et très franchement, je pense que ce système est un peu trop bien doté. Il y a trop d'argent presque. Je pense que nous devons créer quelque chose qui favorise la compétitivité à long terme. Mais c'est un système très très simple. Et les États-Unis ne l'ont pas fait pour concurrencer l'Europe, mais pour avoir de la sécurité. Pour avoir de la sécurité dans le domaine énergétique, pour développer l'industrie solaire, la sécurité pour les semi-conducteurs, donc pour créer une industrie des semi-conducteurs américains. Et c'est la même chose avec la santé, avec les médicaments. Voilà, c'est tout. Et c'est vraiment un protocole, un système très très simple. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées aux États-Unis pour justement profiter de ce système. Et voilà, et ça résout des questions énergétiques et autres. C'est une déclaration très, très limpide. Est-ce qu'il y a des questions du public peut-être? Ah, voilà, on allume un peu les lumières pour voir. Y a-t-il des questions? Donc s'il n'y a pas de questions dans le public, je voudrais vous poser la question de peut-être, est-ce que vous pouvez nous partager votre perspective d'avenir? Si nous nous revoyons dans 5 ans, quel développement de politique vous satisferait? Qu'est-ce qui vous permettrait de réaliser vos projets? Voilà, on commence avec vous, Viola. Voilà. Alors tout d'abord, la réelle mise en œuvre des règlements européens, donc à travers les actes délégués, les actes de mise en œuvre et la loi nationale, surtout pour le débridage de l'industrie de l'hydrogène. On en parle encore beaucoup, mais pour le moment, ça n'est pas encore bien établi. Nous devons vraiment établir les bases pour cette industrie. Alors donc moi, j'espère que cela soit le cas et que
cette industrie existe et fonctionne. La numérisation de l'administration allemande. Alors nous avons appris également beaucoup pendant la crise, donc nous apprenons et aussi de pouvoir dépasser quelques goulots d'étranglement infrastructurel, en infrastructure donc, et incorporer des stratégies transfrontalières pour l'énergie du marché et de façon générale, car il subsiste une tendance à plus d'approche nationale, ce qui n'est pas du tout bénéfique pour nous d'un point de vue énergétique. Nous voulons plus de renouvelables et nous espérons que toutes les solutions qui existent nous permettent vraiment de réduire le coût de mise en œuvre le plus possible. Nous avons toujours été des régions à haute énergie, d'un point de vue international, dans la concurrence internationale, mais nous avons une main-d'œuvre très qualifiée, une bonne infrastructure et un grand marché. Donc tout cela, ça va être favorable pour notre développement d'avenir. Donc ce sont des thématiques qui nous préoccupent largement, évidemment. Voilà, c'est une grande liste que vous avez là. Alors du point de vue de la bioénergie, Monsieur Lemar. Moi, je donnerai une réponse légèrement différente. On a donc parlé du cadre limitatif, des problèmes, la dépendance énergétique, on dépend des importations, et puis pas assez de finances. Mais il y a une chose, il n'y a pas de limite, c'est l'intelligence. Là, on en a. Et moi, j'ai le privilège dans mon travail de voir tous les jours que vraiment on a des jeunes et des scientifiques brillants. Et ce matin, l'on a parlé du Valley of Death of Innovations. Donc, cette vallée crée des idées, mais les idées n'arrivent pas dans la vie pratique, ne sont pas mises en œuvre. Alors, on n'a pas le capital, on n'a pas la possibilité de produire, les capacités de production, mais si l'on travaille ensemble entre start-up, alors là, c'est plus le cas. Tous ces facteurs n'existent plus. Ce qui est un problème, c'est plutôt les règles techniques, le cadre législatif. Il y a trop de règles qui causent problème et qui en fait, empêche qu'une jeune entreprise puisse produire et vendre ses produits sur le marché. Donc, c'est faisable, oui, mais ça coûte de l'argent et les startups n'ont pas de l'argent. Donc, c'est ça, en fait, les limites actuelles. Il faut donc changer le cadre législatif. Il faut permettre aux jeunes entreprises de vendre leurs produits ou de les mettre sur le marché. Bien sûr, le produit doit être sûr, etc., mais ils ne peuvent pas faire face à l'ensemble des règles. Il faut simplifier les choses. On a besoin de jeunes entreprises innovateurs, des jeunes qui brillent et qui poursuivent vraiment leurs idéaux via leur entreprise. Et ce n'est pas vraiment les finances, c'est le cadre législatif. Il faut leur permettre, donc vraiment, il faut leur donner la possibilité de mettre leurs produits sur le marché. Et actuellement, l'on essaye de maintenir le status quo. Des grandes sociétés, des grandes entreprises peuvent faire face au cadre législatif, mais donc ça reste là parce que les petites entreprises ne le peuvent pas. Les startups n'en sont pas capables, donc il faut de l'innovation, il faut de la flexibilité, il faut de jeunes entreprises, de jeunes gens qui entrent le marché. Merci beaucoup pour cet appel prometteur. Ce que vous avez dit avant, hein, il y a déjà un Living Lab dans votre secteur. Vous pouvez ajouter? Oui, moi je partage l'enthousiasme et je suis... cet enthousiasme, il faut le cultiver parce qu'en fait, la sécurité, la souveraineté, la fierté, le territoire, je pense qu'il faut ramener ça. C'est parce que la réalité, pour que les gens s'en sortent, il faut leur redonner du sens. Il faut que cette Europe ait du sens. Et je pense qu'elle a peut-être parfois été un petit peu comme notre président en France, elle a peut-être parfois voulu faire du en même temps.
du en même temps, nous en agriculture, vouloir signer le Mercosur et le en même temps, finalement, imposer un Green Deal. Et ben voilà, je pense que c'est difficile ce en même temps, et il faut que cette Europe, bah, finalement, libère les énergies, des hommes qui habitent cette Europe, et puissent avoir cette fierté que aujourd'hui, c'est cette révolution dont vous avez parlé. Moi, j'ai l'impression que elle n'est pas tant technologie, parce que la technologie, quelque part, sur la planète, tout le monde est en train potentiellement de l'avoir. Elle est plutôt organisationnelle, elle est sociétale. C'est finalement, comment est-ce que sur un territoire, on amène du sens aux gens qui y habitent pour qu'ils puissent finalement atteindre un objectif de bien-être. Et il faut que l'Europe se repose des questions, je pense, dans ce sens, pour amener un maximum de motivation. Parce que moi, je vais vous dire franchement, je suis agriculteur, je suis très proche de ceux qui manifestent aujourd'hui. Il y a un vrai désarroi. Enfin, faut l'entendre, hein. Vraiment, moi, je vous conseille de l'entendre. Merci. Jan Jacob. Donc, de mon point de vue, dans 5 ans, mon espoir, mon souhait, est que ce sur quoi nous planchons actuellement, en termes de mesures politiques pour développer les énergies renouvelables, pour réindustrialiser l'Europe à travers la loi zéro carbone, nous permettra de faire en sorte que 40% des panneaux solaires utilisés en Europe soient produits ici en Europe. C'est quelque chose de renouvelable, c'est quelque chose tout à fait d'atteignable. Ce dont nous avons besoin, ce sont des règles et des réglementations. Ces règles doivent être façonnées de façon claire et imperméable. Donc je serais très heureux de poursuivre le débat avec vous tout à l'heure, mais nous devons faire en sorte que ces règles ne puissent être assouplies pour permettre à des pays comme par exemple la Chine de passer à travers les mailles du filet et de profiter de nos règles. Il y a beaucoup de règlements qui nous permettent de nous différencier, qui permettent de souligner la singularité de la société européenne. Et la conséquence sera que nous aurons une industrie autosuffisante. Et ma dernière remarque, un point que je n'ai pas pu finir, c'est le prix, le bénéfice-coût pour notre société. Alors, le bénéfice d'utiliser un panneau solaire européen par rapport à un panneau solaire chinois, eh bien, le prix final pour le consommateur, la différence, elle est minime. Elle est vraiment minime. Et nous devons pouvoir affirmer, pour garantir notre sécurité, notre souveraineté, nous devons créer des règles, des règlements pour que notre électricité soit produite en Europe. Oui, ce sera un peu plus cher, mais si nous parvenons à faire passer ce message auprès du grand public, ils comprendront que cela fait sens. Je sais que les investisseurs, nous avons déjà eu des investisseurs prêts à investir pour 2,5 gigawatts de capacité de production. Et nous demandons à l'Union européenne de créer les règles. Nous chargeons de l'industrie du commerce. Nous devons aussi parler de l'industrie des batteries européennes. Alors, si il y a 5 ans, on était venu nous voir pour construire des batteries en Europe, on vous aurait dit, ben, vous êtes fous. Mais aujourd'hui, il existe Norfox en Suède, il y a Verkor en France, d'autres en Allemagne. Donc, si on crée le cadre réglementaire nécessaire, eh bien, on peut aussi amener les industries qui nous permettront de participer à la 3e vague d'industrialisation. Et nous avons besoin de solutions de sociétés qui se tournent vers les solutions. Voilà. Nous devons continuer à rendre notre commission fière. D'énergie.
c'est un message important. Effectivement, je trouve qu'en Europe, on a tendance à être compliqué. Il y a toujours trop de règles, il y a toujours trop de raisons pour ne rien faire et trop de complications et trop de... en termes plus pratiques, enfin, vous m'avez demandé de faire la lettre au Père Noël pour le prochain cycle politique. Moi je dirais déjà atteindre les 40% du target net zero produit en Europe ne serait déjà pas mal. Je serais déjà très satisfait si on réussirait à atteindre la cible mise dans l'acte net zero. Et je compte sur vous tous, mais comptez aussi sur nous. That's a great message. It's maybe even a great message to end off with. C'est un formidable message pour clôturer. Nous avons les personnes, les moyens, les esprits et les mesures pour y arriver. Il existe déjà de nombreux exemples qui marchent. Dans 5 ans, dans 10 ans, si cette usine de panneaux solaires ouvre, eh bien, je serais ravi de venir faire une visite. C'est la même chose avec votre ferme pilote. Ce sont des innovations dont nous voulons être les témoins. Je voudrais vous remercier toutes et tous et je demande au public de nous applaudir. Merci beaucoup.